Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui était plus ou moins demandée par certains de mes connaissances. Donc on va parler forcément du Paris Saint-Germain parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. On va parler de son histoire, on va parler également de son présent et on va parler de son futur. Le huitième de finale de la Ligue des Champions et sa défaite contre le Real de Madrid a révélé les fragilités du PSG sur la scène médiatique. De nombreux problèmes ont été énoncés, affirmés, voire amplifiés. On a alors l'impression d'assister à la presque fin d'un cycle. Du moins, depuis la finale perdue en 2020, c'est ce qui est plus ou moins évoqué. Alors, est-ce réellement le cas? À quoi est confronté ce club? Quel PSG dans les années à venir? On y répond dans cette vidéo. Générique. Alors pour comprendre un peu ce qui se passe au sein du Paris Saint-Germain actuellement, il faut déjà se plonger dans son passé. Effectivement, ça fait déjà plus de 10 ans que le Qatar est présent dans le club parisien. Le début de l'aventure de l'ère qatari commence le 30 juin 2011. Le fonds souverain Qatar Investment Authority rachète 70% du PSG via sa filiale Qatar Sports Investment. Cette arrivée est un coup de tonnerre dans l'histoire du football français. Déjà, Nasser Al-Khelaifi, président désigné par l'émir, annonce directement la couleur. Le PSG doit gagner le championnat et la Coupe de France dès sa première saison. Puis la Champions League au bout de 5 ans. Pour ce faire, QSI accorde un chèque de 100 millions d'euros pour le mercato estival. Un mercato qui avait déjà commencé via Colonie Capital, l'ancien détenteur majoritaire du club. Sami Traoré, Coupet, Makelele sont partis en retraite tandis que Ludovic Gioli est parti à Monaco et Jérémy Clément à Saint-Etienne. Il y a eu aussi les arrivées de Nicolas Douchez du Stade Rennais et Kevin Gamero de Lorient. Alors il faut savoir que la première recrue de ce Qatar Sports Investment, c'est Leonardo. Leonardo, mais pourquoi? Déjà, c'est un ancien joueur du club, désigné comme directeur sportif à la place de Robin Leproux. Une autre venue est celle de Jean-Claude Blanc en tant que directeur général. C'était l'ancien directeur général de la Juventus. Ainsi, le trio Leonardo, Blanc, Al-Khelaifi se forme. Grand connaisseur de la Serie A, Leonardo fait venir plusieurs joueurs de ce championnat. Jérémy Ménez de l'AS Rome, Mohamed Sissoko de la Juventus, Salvatore Sirigu de Palerme ou encore Javier Pastore. D'ailleurs, ce dernier est recruté pour 42 millions d'euros, ce qui est un record dans l'histoire du club. Et il est aussi vu comme le nouveau Messi. Qui plus est, certains éléments de Ligue 1 arrivent également, comme Blaise Matuidi de Saint-Etienne, Milan Bisevac de Valenciennes, et un Uruguayen de Fenerbahçe en Turquie, Diego Lugano, ni plus ni moins que le capitaine de la sélection nationale. À sa tête à ce moment-là, il y avait Antoine Camboiré. L'équipe type se composait de Sirigu en tant que gardien, Seara à droite, Lugano, Sako au centre, Siakatine à gauche, Matuidi Bodmer devant la défense, Pastore en numéro 10, Menez et Néné sur le côté et Gamero en la pointe de l'attaque. Sur le plan sportif, dans ces 6 premiers mois, on va dire, enfin ces 4 premiers mois, le PSG est champion d'automne, mais il y a une élimination en Europa League dès la phase de groupe, pourtant abordable. Il y avait Salzbourg qui n'était pas encore le Salzbourg d'aujourd'hui, l'Athletic Bilbao et le Slovan Bratislava, un club slovaque. Il y a aussi l'élimination en Coupe de la Ligue par Dijon qui est à noter. Donc, le PSG décide de tout changer dès janvier 2012. Carlo Ancelotti, emblématique entraîneur notamment du Milan AC, prend la place d'Antoine Camboiré en tant qu'entraîneur. 3 joueurs complètent le mercato hivernal, Maxwell de Barcelone, Thiago Motta de l'Inter de Milan et Alex du PSV Eindhoven. En parallèle, il faut savoir que QSI rachète les 30% restants du club et finalement, le club finit derrière Montpellier au championnat, finit dauphin, puisque Montpellier a étonné tout le monde. Alors, il faut savoir déjà que quand on regarde les recrues hivernaux
de 2012, on voyait que Leonardo avait une politique. Ce n'était pas d'acheter des stars, mais acheter du quantitatif, mais surtout du qualitatif. Mais dès le mercato estival, le PSG pète tout. Ezequiel Lavezzi de Naples, Marco Verratti, qui est encore aujourd'hui là, a été recruté pour 12 millions d'euros seulement de Pescara, considéré comme le nouveau Pirlo. Thiago Silva pour 42 millions d'euros et surtout le grand Zlatan, 21 millions d'euros seulement, mais un salaire de 14 millions d'euros annuels. C'est un record à cette époque. Il y a aussi les départs de Ceara pour Cruzeiro et Bicevac à l'OL, donc il n'est pas resté longtemps. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Beckham, souvenez-vous, en 2013, qui est resté pour 6 mois. Un beau coup marketing, le PSG avait déjà tout compris là-dessus. Et Néné était parti à Al Gharafa, et O'Haro était parti en Chine, et Louis Ndoula est parti aux Red Bulls de New York. Cette année-là, le PSG finit en quart de finale contre Barcelone de la Ligue des Champions, et puis acquiert enfin un titre de champion. C'est là vraiment que tout commence, à partir notamment du recrutement de Zlatan Ibrahimovic. Le mercato estival 2013, eh bien, c'est le départ d'Ancelotti pour Laurent Blanc, souvenez-vous, qui était sélectionneur de l'équipe de France. Avec lui vient Edinson Cavani, le grand buteur de Naples, qui rejoint donc Lavezzi. À cette période, le PSG voulait l'associer à Ibrahimovic. On le voit par la suite que ça n'a pas été très concluant puisque Laurent Blanc décidait de mettre Ibrahimovic en pointe et Cavani sur la droite ou sur la gauche. Marquinhos est recruté pour 31,5 millions d'euros à l'AS Rome. C'était le défenseur prometteur à l'époque, on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et les départs sont de Sylvain Armand à Rennes, Mathieu Bodmer à Saint-Etienne, Siaka Tiéné à Montpellier, Mamadou Sakho à Liverpool pour 19 millions d'euros. Il y a quand même aussi des ventes. Et Gamero part au SC Séville, Sissoko part à la Fiorentina et Lugano part à Malaga. Lugano n'a jamais réussi à s'imposer au Paris Saint-Germain et rejoint un autre projet du même ressort. Résultat, lors de cette saison 2013-2014, quart de finale encore de Ligue des Champions perdu contre Chelsea, champion de France, Coupe de la Ligue obtenue face à Lyon, mais élimination prématurée en Coupe de France contre Montpellier. Les objectifs ne sont pas encore atteints. Le PSG ensuite devient l'une des cibles du fair play financier. Le budget de transfert est limité à 60 millions d'euros et la masse salariale est encadrée. C'est ainsi que le mercato estival 2014 est, on va dire, un peu plus malin. David Luiz est recruté cependant pour 49,5 millions d'euros à Chelsea pour remplacer Alex. Serge Aurier est recruté de Toulouse. On va se souvenir plus tard qu'il a fait des choses, notamment, souvenez-vous, sur Periscope. Il provoque notamment le départ de Jallet à Lyon. D'autres départs sont à noter, comme Jérémy Ménès au Milan AC, Clément Chantôme qui part à Bordeaux en hiver. Le résultat de 2014-2015, c'est le quart de finale contre Barcelone, après avoir éliminé Chelsea en 8e, grâce notamment à une jolie tête de Thiago Silva. Le PSG est à nouveau champion de France, gagne la Coupe de la Ligue et cette fois remporte enfin la Coupe de France. La saison suivante, les sanctions sont levées pour le fair play financier. Et là, il pète à nouveau les scores au niveau des transferts. Randré Di Maria arrive de Manchester United pour 63 millions d'euros. Et puis, Leonardo veut instaurer un peu plus de concurrence au sein de l'effectif. Il y a la venue de Kevin Trapp pour 9 millions d'euros seulement de l'Eintracht Francfort pour concurrencer Sirigu. Jérémy Stambouli arrive de Tottenham. Levin Kurzawa arrive de Monaco pour 24 millions d'euros. À côté de ça, il y a des départs comme Yohan Cabaye pour Crystal Palace, Zoumana Camara qui part en retraite, Ezequiel Lavezzi qui part pour une destination exotique. Résultat, le PSG est encore champion de France, Coupe de la Ligue, Coupe de France, élimination en quart de finale de la Champions League contre City. Et là, il y a un autre tournant, puisque Laurent Blanc est remplacé par Unai Emery, coach du FC Séville qui a notamment remporté 2 Europa League avec le club espagnol. Avec lui arrive le fameux Atem Ben Arfa qui réalisait une bonne saison avec Nice, Krikoviak qui réalisait de belles performances avec le FC Séville, Thomas Meunier qui a réalisé un bel Euro 2016 avec la Belgique, il arrive du club Bruges, Giovanni Lo Celso il arrive
en hiver du Rosario Central, il est inconnu. On va voir que finalement c'était un bon élément. Et Rosé arrive du Real Madrid, mais lui il a plutôt déçu. À la trêve hivernale, le PSG 3e. C'est ainsi qu'ils veulent encore un peu renforcer avec la venue de Julian Draxler, le talent allemand de Gelsenkirchen, et Gonzalo Guedes de Benfica, qui apporte un peu de vivacité à l'attaque. Résultat, les 2 coupes, le championnat, mais par contre, un premier traumatisme, c'est la remontada en Champions League contre Barcelone. Et là, forcément, qui dit traumatisme dit on veut tout remettre à plat. Souvenez-vous, c'est la venue de Neymar pour 222 millions d'euros. Qui plus est, il y a aussi Mbappé qui est arrivé pour 145 millions d'euros. Là, le PSG établit des records au niveau des transferts et ça avait fait pas mal polémique du côté de l'opinion publique française. Il y avait aussi la venue de Daniel Alves et de Yuri Berčić. Les départs de Matuidi à la Juve, de Serge Aurier à Tottenham, après ce qui s'est passé avec Laurent Blanc, il n'arrivait plus à avoir sa place. Il est rejoint par Lucas Moura au mercato hivernal suivant. Maxwell prend sa retraite, Ibrahimovic lui est parti. Résultat, le PSG gagne quand même le championnat, la Coupe de France contre les Herbiers en finale, la Coupe de la Ligue et perd par contre en 8e de finale déjà contre le Real en Champions League. La saison suivante 2018-2019, c'est la venue de Thomas Tuchel, entraîneur de Dortmund. Avec lui, il amène Gianluigi Buffon, la légende de la Juventus, le gardien, qui finalement ne jouera pas forcément titulaire. Thilo Kehrer, talent de Schalke 04. Juan Bernat, du Bayern de Munich. Choupo-Moting, Stoke City. Alors, ce transfert-là, personne ne l'a compris. Pour les départs de Thiago Motta, qui part à la retraite, Javier Pastore à l'AS Rome, Gonzalo Guedes à Valence, qui est quand même vendu 40 millions d'euros, il faut le souligner. Et Paredes, lui, est recruté en hiver de Saint-Pétersbourg. Alors, je dis beaucoup les recrues parce que c'est un peu ce qui a été le leitmotiv du PSG durant ces 10 ans. Ainsi, le PSG gagne le championnat, perd en finale de la Coupe de France contre Rennes. Ceux qui vont m'écouter vont être contents. Et puis la 8e de finale, à nouveau perdu contre l'équipe mancunienne. Là encore, il y a eu un traumatisme et du coup, on veut changer de directeur sportif après Antero Henrique. C'est le retour de Leonardo. Et là, eh bien, on va dire que la politique, elle change quelque peu. Encore lors de ce mercato estival de la saison 2019-2020, il y a la venue de jeunes talents comme Mitchell Baker de l'Ajax, Pablo Sarabia du FC Séville, Ander Herrera de Manchester United, Marcin Bulka de Chelsea chez les U19, d'Abdou Diallo de Dortmund, Idrissa Gueye d'Everton, et puis de talents plus ou moins confirmés comme Sergio Rico prêté de Fulham, mais surtout la venue de 2 stars, Mauro Icardi de l'Inter de Milan et Keylor Navas du Real de Madrid. Ce qui provoque notamment le départ en prêt d'Areola à Fulham, de Daniel Alves à Flamengo qui se fait vieux, de Buffon qui retourne en Italie, Rabiot qui part à la Juventus, Krikoviak, Lokomotiv Moscou, Giovanni Lo Celso part à Tottenham, passer un cap, et Kevin Trapp retourne à Francfort. Résultat, malgré la Covid, souvenez-vous, en 2020, le PSG gagne la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et atteint la finale contre le Bayern, où, cruel coup du sort, c'est Kingsley Coman qui a été formé au club, qui marque le but de la victoire munichoise. L'année dernière, on a vu un mercato estival aussi un peu coussi coussa avec la venue de Danilo, prêté du Sporting Portugal, Danilo Pereira, qui après va se faire racheter bien entendu, de Florenzi, prêté par l'AS Rome. On a la venue de Moïski, prêté par Everton, Alexandre Letellier d'Angers. Allez savoir pourquoi, mais c'est parce qu'il est formé au club, donc il y a un quota à respecter, et Rafinha de Barcelone. Après être 3e à la trêve hivernale, Pochettino remplace Tourelle. Résultat, 2e de la Ligue 1 derrière Lille de Galtier. Coupe de France et la demi-finale perdue contre City. Et Tourelle qui remporte la Ligue des Champions avec Chelsea. Mais maintenant, on va parler de ce PSG du présent. Donc voilà, si vous n'avez pas envie d'écouter l'histoire, il fallait passer avant la vidéo pour arriver à ce moment de la vidéo où je vais parler du PSG et surtout des points positifs et des points négatifs
de ce Paris Saint-Germain actuel. Rappelons que le PSG au mercato estival, c'est l'arrivée de Lionel Messi. Gros coup marketing pour le Paris Saint-Germain, il arrive gratuitement puisque le Barcelone veut s'en débarrasser pour renflouer ses caisses. Enfin, se débarrasser à contre-cœur bien entendu. Il y a juste la masse salariale à s'occuper. Mais le problème c'est que ça ne colle pas. Il y a eu aussi la venue de Gianluigi Donnarumma, le gardien italien, meilleur gardien de l'Euro passé. Et du coup il y a un duel entre Keylor Navas et Donnarumma. Et ainsi, il y a une politique de l'alternance adoptée par Pochettino, ce qui est toxique pour les deux gardiens et une alternance qui peut avoir une ambiance pesante pour deux stars comme eux, qui estiment ne pas être un numéro 2. Il y a eu aussi un Lionel Messi énigmatique qui ne correspond pas au jeu, qui ne marque que 3 buts depuis le début de saison, ne se plaît pas en France, trop formaté Barça. Messi, on le pensait grand et finalement, il n'arrive pas au PSG. Ça arrive, hein. On a eu l'exemple de Shevchenko à Chelsea. Un Neymar qui est en perte de vitesse, il a un manque d'hygiène de vie, il a des blessures à répétition, à nouveau, il a un manque de statistiques évident. Et puis paradoxalement, il court beaucoup, il se livre plus à l'équipe, son jeu a changé, alors que c'est pas ce qu'on lui demande à la base. Bon, c'est pas un tort, mais bon, Neymar, on lui demande de lui de marquer des buts. Une direction aussi qui capote, il y a une pression sur les employés. Enfin, là, je vous invite à voir la vidéo de Romain Molina qui dira mieux que moi ce qui se passe au Paris Saint-Germain en interne et dans toute l'organisation. Mais voilà, là, il y a vraiment des problèmes aussi à régler. Et puis, une équipe individualiste. Il n'y a pas de projet de jeu de la part de Pochettino. Les joueurs sont trop stars, c'est-à-dire il n'y a pas de sérieux. Ils ont des demandes assez rocambolesques. C'est pas normal dans un club, même dans un grand club, normalement, ils doivent donner l'exemple. Et là, ce n'est pas le cas. Et puis, Mbappé, il est bien seul. C'est heureusement qu'il est là, parce que sinon, le PSG, il ne serait pas arrivé là où il en est actuellement dans la saison. Résultat, donc en 2020, mine de rien, les points positifs, c'est quoi? Déjà, le PSG est premier de Ligue 1, à 12 points du deuxième, à l'heure où je vous fais la vidéo. De plus, le huitième de finale est perdu contre le Real. Et le Real, c'est pas rien non plus. C'est le Real d'Ancelotti. Et je vous rappelle dans l'histoire du PSG que le Real a déjà battu le club parisien en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il faut s'en rappeler. Donc, est-ce que c'est si grave? Non. Par contre, il y a des problèmes à souligner parce que le PSG a des objectifs. Maintenant, il faut reconstruire parce que le PSG a un objectif, c'est gagner la Champions League et perdurer dans le nombre de titres gagnés. Alors pour moi, ce futur PSG, déjà, il y a une refonte de l'équipe qui est à adopter. Déjà, il faut savoir que Mauricio Pochettino part en juin. Qui pour le remplacer? On parle beaucoup de Zinedine Zidane, qui pourrait être un candidat idéal. Il est capable de gérer les stars, les égos de chacun. C'est quelqu'un qui a eu de bons résultats avec le Real de Madrid. Il a le prestige, il a le respect des joueurs. Les rumeurs vont bon train, mais je pense que ça peut être un candidat idéal. Après, j'ai pensé, si Zidane n'est pas pris, à un autre profil. Mais ça ne veut pas dire que cet entraîneur voudra venir. C'est André Villas-Boas. Lui aussi, il connaît les égos de stars. Il connaît la Ligue 1. Il s'en est bien sorti avec l'OM malgré tout ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est quelqu'un qui doit avoir une marge de manœuvre pour pouvoir recruter qui il veut. Et malheureusement, dans un club comme le PSG actuel, ça va être compliqué. Ensuite, il faut délaisser un gardien pour trouver un nouveau numéro 2. En effet, moi je laisse Keylor Navas partir et Donnarumma, je le laisse. Soit on laisse Areola ou Rico aussi partir puisqu'ils sont en retour de prêt. Moi après je garderai Areola et je laisserai partir Sergio Rico. Si après le PSG décide de les faire partir, eh bien je rejoins l'avis d'Alex De Castro et je fais venir Benoît Costil. Ça ne veut pas dire qu'il va vouloir venir, ça veut dire juste que je partage l'avis. Effectivement, peut-être qu'il ne crachera pas sur un contrat à Paris. Il a fait une belle carrière. Ça peut être une belle place pour sa fin de carrière. Pour les défenseurs, je garde Marquinhos. Marquinhos, il reste indiscutable, comme Kipembe. Abdou Diallo, je le garde aussi parce qu'il est capable de concurrencer les deux défenseurs cités précédemment. Je garde Hakimi à droite. C'est indéniable. Je garde Bernat et Mendes. Mendes, c'est la révélation de la saison. Je le garde absolument. Bichabou, je le laisse continuer sa progression. Par contre,
Je dégage Ramos avec une rupture de contrat parce que lui, il n'a plus rien à faire là. Il se blesse tout le temps. Il n'est pas sérieux. Voilà. Kurzawa, je ne le garde pas non plus. Ça fait longtemps qu'il tapisse sur le banc. Il est temps qu'il se trouve un autre projet sportif. Dagba, lui, on entache sa progression alors que pourtant c'est un bon ailier. Et Thilo Kehrer, pareil, je le laisse partir. Il est encore jeune, mais il n'a pas le niveau Paris Saint-Germain. Alors qui je recrute à leur place? Eh bien, à droite, je pense recruter. Alors, j'ai plusieurs idées. Peut-être un Jonathan Klaus qui commence à exploser. On le voit en équipe de France et on voit ce qu'il apporte. Il a le même profil qu'Hakimi. Ou alors un Mazraoui, l'arrière droit de l'Ajax, qui lui aussi a à peu près le même profil, même s'il ne joue pas avec le même système. Et puis surtout, Mazraoui, on va dire qu'ils peuvent l'acheter maintenant. Parce que sa fin de contrat est en 2023, c'est le moment. Et puis pour rajouter un défenseur à la place de Ramos, je vais vous étonner, mais je prendrai Goldson de Glasgow Rangers. C'est celui qui a réussi le plus de tacles en Europa League. Et je pense qu'il est capable, s'il évolue bien, au sein du Paris Saint-Germain, d'être un bon remplaçant. Bon, il n'est pas tout jeune non plus, mais au moins ses stats témoignent de sa qualité. Au milieu, je garde Verratti. C'est normal, c'est le métronome technique du milieu. Je garde Danilo Pereira qui est un couteau suisse et qui a plutôt étonné cette saison. Idrissa Gueye, je le garde aussi. Pour moi, il reste une valeur sûre malgré tout. Dinaï Bimbe, je le laisse continuer sa progression. Xavi Simons également. Leandro Paredes, je le garde au cas où. C'est-à-dire qu'il pourrait être un joueur plus que de rotation. Bita Mazzala, je le laisse continuer sa progression. Par contre, Ismaël Garbi et Edouard Michu, je les prête. Ils ont besoin d'évoluer et ce sont de bons talents, donc je les prête. Par contre, je vire Wijnaldum qui s'est cassé la gueule au PSG. On ne sait même pas pourquoi, il ne se sent pas du tout bien dans ce collectif. Je vire Ander Herrera, il a fait le bon soldat, mais c'est un boucher, il se blesse assez souvent, donc c'est compliqué. Et Julian Draxler, je le laisse trouver un autre club. Il est enfin temps qu'il ait un meilleur rôle dans un autre club. Par contre, pour les remplacer, je prends... Alors, vous allez dire c'est facile, mais pour moi, Paul Pogba peut faire évoluer ce PSG. Il a un profil qui peut aller vers l'avant. Il a le profil technique qu'on attend aux côtés de Marco Verratti. Pogba, c'est quelqu'un qui est aussi capable de réaliser de belles transversales, notamment en profondeur. Donc, Pogba peut être une belle solution. Ensuite, je prendrai un autre milieu. Et là, je vais peut-être vous étonner, mais moi, je prendrais bien Benjamin Bourigeaud pour le PSG. C'est quelqu'un aussi qui est capable de se projeter vers l'avant. Il est technique également. Il est capable d'évoluer. C'est une valeur sûre de la Ligue 1. Pour moi, Benjamin Bourigeaud peut avoir le niveau PSG. Par contre, en attaque, j'aurais fait tout. Exit Messi. Je le vois bien. Peut-être retourner à Barcelone pour réaliser une belle histoire. Mbappé, lui, va partir, donc la question ne se pose pas. Di Maria, je le laisse partir. Et je ne renouvelle pas son contrat. Il a été un bon soldat, mais voilà. Il y a un moment donné, Di Maria, il est temps qu'il parte. Je garde Icardi, parce qu'il faut garder un attaquant en pointe. Et je garde Neymar pour garder quelqu'un qui connaît le club et peut-être guider de jeunes pousses. Puisqu'effectivement, je veux recruter des jeunes pousses. Adeyemi, qui réalise des belles performances, notamment il joue en sélection nationale, il a le même profil qu'Mbappé. Je recrute Amine Gouiri, qui est notamment à l'origine de la bonne saison de Nice. Je recrute Sébastien Haller, qui est pour moi le candidat idéal pour la pointe du PSG. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, ne l'oublions pas. Alors aussi au Paris Saint-Germain, pour terminer sur cette vidéo, elle est un peu longue je sais. Pour terminer, il faut aussi signaler qu'il faut un nouveau directeur sportif. Leonardo n'a fait qu'acheter des stars cette année. C'est vraiment pas le modèle à suivre. Donc pour moi, je changerais de directeur sportif. L'idéal, ce serait d'avoir Michael Edwards de Liverpool. On voit les coups qu'il a réussi à faire auprès des Reds, que ce soit notamment Sadio Mané, Mohamed Salah, Firmino, Fabinho, Wijnaldum à l'époque. Il a quand même réalisé de sacrés bons coups, donc pour moi c'est le modèle. Ensuite, nous avons aussi Michael Zorc de Dortmund qui a aussi réussi à pêcher pas mal de talent au sein de l'équipe du Mur Jaune. On a aussi Monkey du FC Séville qui a aussi fait venir pas mal de talent
du côté des Sévillans. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et à vous abonner. Je vous laisse faire part de vos commentaires et aussi de vos propositions de vidéos, tout simplement. En tout cas, on se retrouve très vite. Bon visionnage et à bientôt.